Bien, monsieur le préfet, monsieur le député, madame la sénatrice, monsieur le maire, cher Bruno, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le directeur départemental des finances publiques. D'abord, je ne viens pas en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a un ministre de l'Intérieur qui fait bien et qui fait très bien. Mais il aurait très bien pu venir aussi signer le contrat, puisque la charge des collectivités locales est partagée entre plusieurs ministères. Et j'en suis certain, il sera très heureux de venir à Aulnay-sous-Bois, y compris pour parler de contractualisation, de finances locales ou de fiscalité locale. Monsieur le maire n'a pas parlé de la refonte de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d'habitation. D'autres sujets nous amèneront sans doute à avoir, pourquoi pas, monsieur le ministre de l'Intérieur qui viendra vous rendre visite pour parler, peut-être, s'il le souhaite, de vie locale. Quelques mots pour répondre à l'invitation, d'abord, de monsieur le maire, cher Bruno. Merci de tes mots et merci de ton soutien et de ton amitié, pour répondre à tes interrogations ou à tes interpellations, et puis pour peut-être commencer par expliquer qu'est-ce que ce contrat. Jusqu'à présent, les gouvernements qui se sont succédés, et chacun sait la différence qu'il y a entre l'opposition et le fait de gérer. Je sais, j'ai été dans l'opposition municipale, nationale. Il y a une très belle phrase de Jean Gabin dans Le Président, où quand on interpelle Jean Gabin pour dire que la personne qui parle à l'Assemblée dit n'importe quoi, mais ce n'est pas pour vous, monsieur le député, je connais votre sérieux et votre travail à l'Assemblée. Jean Gabin répond, il dit n'importe quoi, c'est normal, c'est l'apanage de l'opposition. Chacun, et peut-être ai-je péché dans ma jeunesse militante, mais chacun est différent lorsqu'il est en responsabilité et lorsqu'il n'est pas en responsabilité. Et la responsabilité de la nation, c'est de constater que nous avons des comptes publics très dégradés, parce que nous avons 2200 milliards de dettes. Je ne sais pas si vous représentez 2200 milliards, moi j'ai du mal à me représenter déjà 1 milliard. Alors 2200 milliards, ça correspond à 100% de notre richesse nationale, c'est-à-dire que si nous vendions l'intégralité de tout ce que notre pays produit, nous pourrions à peine rembourser nos créanciers, dont je voudrais dire ici qu'ils sont par 2/3 pas français, et qui ont des pressions fortes sur nous, avec des taux d'intérêt qui aujourd'hui sont bas, chacun peut constater dans sa vie municipale comme personnelle, mais qui demain, déjà aujourd'hui, remontent. Et l'équivalent des intérêts de cette dette, chacun comprend que la dette importante que nous avons cumulée depuis de très nombreuses années crée des intérêts, sinon on ne nous prêterait pas, correspond au deuxième budget de la nation après l'éducation nationale et avant le ministère des Armées. 43 milliards d'intérêts chaque année que nous payons à qui ? À des financiers. Et quand j'entends des discours assez irresponsables de gens qui disent la dette, c'est pas grave, en fait, ils font la richesse de ceux qu'ils prétendent combattre par ailleurs, c'est-à-dire la finance, et ceux qui se nourrissent des intérêts de la dette que l'on contracte avec eux. Évidemment, cette dette, il faut la rembourser, parce que par ailleurs, nous avons beaucoup de dépenses publiques. Nous dépensons 56% de notre richesse nationale en dépenses publiques. C'est-à-dire que chaque fois que nous gagnons chacun 1 euro, 56 centimes de 7 euros, c'est pour l'argent public, pour des solidarités, sans doute nécessaires. Et lorsque l'on est à ce niveau de dépenses, on a une pièce avec une face qui est la dépense publique, et l'autre face, c'est les impôts. Parce que chacun comprendra que quand on dépense, il faut aussi avoir des recettes. Et plus on a de dépenses publiques, plus on doit lever des impôts. Et nous sommes à la fois le pays européen, toutes catégories confondues, qui avons le plus de dépenses et le plus d'impôts. Et pour autant, après avoir autant dépensé et après avoir autant levé d'impôts, est-ce qu'on a réglé les grands problèmes de notre pays, quels que soient les gouvernements ? Je crois savoir que non, sinon je n'aurais pas la kyrielle des questions et des interrogations légitimes des élus sur les vies difficiles dans les quartiers, l'abandon du monde rural, la difficulté d'un service public qui fonctionne, des problèmes de sécurité, des problèmes d'éducation, des problèmes d'agriculture. Bref, tous les problèmes qui sont ceux de notre nation n'ont pas été résolus, malgré parfois des gouvernants de qualité, parce qu'on a répondu à ces problèmes par de la dépense. Ça ne marche pas. Si ça marchait, ça se saurait. Et qu'a voulu faire le gouvernement ? Il a voulu dire qu'on ne rasait pas gratis, parce qu'il est responsable, et qu'il pense que l'argent public, c'est pas l'argent de personne, c'est l'argent de tout le monde, et que cette dette, il faut la rembourser,
parce que nous vivons aujourd'hui à un niveau trop élevé par rapport à nos recettes, et nous léguons ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais il a voulu faire quelque chose de différent des gouvernements précédents. Sur 100% de notre budget, dans la dépense, dans les 56% que j'évoquais tout à l'heure, il y en a la moitié, c'est la dépense sociale, un débat en ce moment. Il y a 30%, c'est l'État. Cet État qui a quand même fait beaucoup d'efforts. Quels que soient les gouvernements, je crois qu'on peut dire que l'État a fait un travail très important de diminution de ses dépenses, même si lui-même, il doit assurer un certain nombre de dépenses régaliennes que n'ont pas assuré les collectivités locales. C'est bien l'État qui paye l'armée ou qui paye l'éducation nationale, de gros budgets qui ne font pas naître de fiscalité. On ne peut pas dire que ça rapporte à l'État de payer une arme nucléaire ou des soldats qui sont aujourd'hui au Mali qui protègent notre sécurité ou qui payent les professeurs. Ce qui est bien normal, c'est son rôle, mais c'est bien une dépense que n'ont pas les collectivités locales. Et puis, les collectivités locales qui sont responsables de 20% sur ces 100%. Jusqu'à présent, sous deux gouvernements de deux couleurs politiques différentes, quand est née la crise économique, il a fallu faire des économies. Et les ministres du budget, jusqu'à présent, ont dit pour que les collectivités locales fassent des économies, on va leur retirer des dotations, en pensant qu'elles dépenseront moins. Ça n'a pas tout à fait fonctionné comme ça, parce que les collectivités locales ont souvent soit augmenté les impôts, dans certains cas, soit creusé leur déficit, dans d'autres, soit découragé l'investissement local, dans un troisième cas, et donc découragé l'économie. Et à la fin des fins, on a, comme monsieur le maire l'a dit, des collectivités qui ont été déprimées d'avoir autant de baisses de dotation. Et étant maire, j'ai eu à connaître des moments où on construisait un budget, on n'avait pas encore le moment où on avait l'argent en moins, qu'il fallait quasiment faire une décision modificative budgétaire parce que les baisses étaient trop importantes. Cette baisse de dotation, elle déprimait tous les élus. Et c'était la règle, notamment, je voudrais le dire, sous le gouvernement précédent, x2. Quand j'entends aujourd'hui des élus du département que je respecte, mais qui considèrent, après avoir crié sur la non-baisse des dotations que faisait leur propre gouvernement, refuser l'idée du contrat, alors que nous augmentons les dotations. Monsieur le maire ne l'a pas dit, mais comme je suis son porte-parole et qu'il aime raconter les bonnes aventures du président de la République qui tient ses promesses, la ville de Nez-sous-Bois a connu une augmentation de 500 000 € de dotation cette année. Ça change les 26 millions d'euros qui ont été manifestement pris, si j'ose dire, aux dotations de la ville. N'hésitez pas, monsieur le maire, à dire aussi ce que l'État et le président de la République fait de bien. Je sais que vous le faisiez simplement, vous l'avez tué pour que je le dise, mais n'hésitez pas, quand nous ne sommes pas là, monsieur le préfet et moi, de le répéter. Eh bien, c'est le même cas pour toutes les communes de Seine-Saint-Denis. C'est le cas évidemment pour le département de Seine-Saint-Denis, dont nous connaissons aussi les difficultés qui sont d'ailleurs plus fortes que sur la moyenne du territoire national. Et je sais de quoi je parle, vous avez bien voulu rappeler que je connaissais les territoires populaires, et moi j'en suis extrêmement fier, et c'est, je trouve, un joli mot, bien évidemment. Eh bien, je crois que quand on dit, voilà, merci de ne pas dépenser, parce que nous, on veut limiter la dépense publique, comme je vous l'ai expliqué, pas plus de 1,2, alors que l'État fera 0,5 l'année prochaine. Ça veut dire, si vous avez 100 millions de budget, merci de ne pas dépenser plus de 101,2, c'est très différent que de retirer des dotations. Et j'ai l'impression que quoi qu'on aurait fait, monsieur le préfet, il n'aurait pas été d'accord. Et je me dis que quand je vois des élus dans toute la France, quelle que soit leur couleur politique, c'est le cas de Bruno aujourd'hui, c'est le cas de Xavier Bertrand dans ma région, c'est le cas du maire d'Arles, communiste, qui a signé également le contrat, c'est le cas du maire de Marseille. Je pourrais multiplier les exemples d'élus, c'est le cas de madame le maire de Paris. Il y a des élus qui acceptent, en discussion politique évidemment, tout n'est pas parfait dans le contrat, mais qui acceptent bien sûr de comprendre que pour les plus grandes collectivités, celles qui ont plus de 60 millions d'euros de budget de fonctionnement, il vaut mieux une limitation de la hausse de la dépense qu'une baisse de dotation. Mais il y a ceux qui comprennent que l'État, qui est responsable, essaye de trouver un moyen de respecter les collectivités locales, et il y a ceux qui font de la politique politicienne, et ça, malheureusement, j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il aurait fallu faire, sauf perdre des élections pour leur faire plaisir. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que je voudrais remercier monsieur le maire de sa gestion locale. Parce qu'il connaît une ville qui a 40% de population dans des quartiers emblématiques de la ville. Je connais les mêmes statistiques dans ma commune. Je sais qu'ils sont parfois en demande sociale plus forte. Il aurait pu aller plus loin dans la demande, il l'a dit lui-même, de 1,5, puisque c'était autorisé, et la loi, merci aux parlementaires de l'avoir améliorée, a permis un peu de souplesse, notamment sur la gestion précédente, et il ne l'a pas fait. Ce qui me permet de passer un message également, les quartiers en politique de la ville n'ont pas toujours besoin que d'argent public en plus. Bien sûr, ils ont besoin
d'intervention, d'urbanisme. Bien sûr, ils ont besoin de plus de sécurité, plus de prévention, plus d'éducation. Et je crois que ce que fait le gouvernement avec le dédoublement des classes dans les zones en quartier politique de la ville, quand des enfants sont 12 dans des classes au lieu d'être 24, 25, 30 en CP pour apprendre à écrire et à lire, je pense que ça vaut le coup, parce que c'est de l'argent qu'on mettra en moins dans le prochain budget du ministre de l'Intérieur dans 15 ou dans 20 ans. Et ça, je pense tout le monde devrait féliciter, me semble-t-il, l'action des professeurs, des élus locaux qui accompagnent et qui font des aménagements, parce que je n'oublie pas que c'est eux qui construisent et qui parfois construisent vite à la demande de l'État, et du travail du gouvernement sur ce point. Ce n'est pas toujours par la dépense publique qu'on résout les problèmes. Et on peut déverser des millions, parfois des dizaines de millions, parfois des centaines de millions d'euros dans certains quartiers ou dans certaines communes, dans certains territoires, on arrosera aussi le sable. Il faut sans doute avoir une méthode différente, qui n'exclut pas à un moment donné de mettre des moyens, mais qui, je voudrais le dire, et je sais que vous le savez ici, parfois se pose d'autres questions que celles simplement des prestations sociales ou de l'accompagnement de tel ou tel vecteur associatif ou de tel ou tel projet d'urbanisme, parce que ce n'est pas la seule réponse. Et moi, je remercie Bruno Béchiza, en travaillant comme il le fait dans sa gestion municipale, de ne pas porter le message misérabiliste. Et je suis très heureux de venir dans ta belle ville d'Aulnay pour d'autres raisons qui sont sans doute, et je l'espère, répétées ici ou là, c'est-à-dire la bonne gestion locale, et ce n'est pas si évident. La troisième des choses que je voudrais dire, et je voudrais m'en arrêter là, c'est que la politique du gouvernement, notamment sa politique fiscale, va aider particulièrement les villes comme les vôtres, et notamment les quartiers populaires. La vérité, sous l'autorité de monsieur le directeur départemental des finances publiques, dont je remercie le travail des agents, surtout en cette période où on a maintenant arrêté les déclarations d'impôts. J'espère que vous l'avez tous fait. On ne peut plus rien faire pour vous à cette heure-ci. Et puis au moment où il prépare l'impôt à la source, que je remercie également de faire cette pédagogie, et merci aux collecteurs d'impôts que sont notamment les communes pour accompagner ce travail, monsieur le directeur général des services. Je voudrais vous dire que ce qui est très important, c'est que 95% de la commune de Aulnay-sous-Bois, à terme, au bout des 80% de la taxe d'habitation supprimée, les habitants ne paieront plus cette taxe d'habitation. Et nous compenserons par un dégrèvement pour monsieur le maire, qui peut déjà regarder ses 12e de fiscalité qui n'ont pas bougé, quand même un tout petit peu augmenté puisque nous avons revalorisé les bases, et que la quasi-intégralité de la ville de Aulnay-sous-Bois, les habitants d'Aulnay-sous-Bois, auront un pouvoir d'achat rendu par la suppression de la taxe d'habitation. Alors moi je reviens non pas du périphérique, monsieur le maire, mais de la Somme, parce que vous savez que je ne suis pas si parisien que ça. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'ils m'ont mis à Bercy, c'est-à-dire juste à côté du périphérique, pour aller directement dans le nord quand j'ai envie d'y aller. J'ai fait 2 jours de déplacement dans la Somme. Les questions des élus sont légitimes. J'entends que les élus se posent des questions d'élus, comment on va compenser la taxe d'habitation, mais je voudrais leur répondre que la suppression de la taxe d'habitation, elle n'a pas été faite pour eux, j'en suis désolé, même si je suis devant des élus. Elle a été faite pour des habitants, rendre en moyenne 900 € de pouvoir d'achat à chacun de vos contribuables. C'est, j'espère, de la vie locale qui se portera mieux, et c'est aussi une promesse qui a été tenue par le président de la République. Je suis très heureux de venir à Aulnay pour signer ce contrat. J'ai compris que vous étiez la première ville qui avait délibéré, m'a dit monsieur le préfet. J'ai compris que sur les 15 communes qui étaient concernées, une grande partie, pour ne pas dire une très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, signeront le contrat, tous ici de cette semaine. Moi, je voudrais remercier monsieur le préfet, parce qu'il a fait un travail extrêmement important de pédagogie, d'accompagnement des élus. Je voudrais remercier monsieur le directeur départemental des finances publiques. Et je voudrais vous remercier toutes et tous pour avoir pris une partie de votre temps pour parler de finances locales. Je sais que vous n'êtes pas dit spontanément il y a quelques mois que vous prendrez 2 heures pour parler de finances locales. Et puisqu'on m'y invite, je suis très heureux de signer ce contrat avec la ville d'Aulnay-sous-Bois, que je remercie. Et je remercie monsieur le maire pour son invitation qui n'est pas nouvelle. Et je serai très heureux de revenir une nouvelle fois. Même si je ne suis plus ministre, je suis sûr qu'il m'invitera. Merci à vous.